Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce petit concept qu'on a commencé dernièrement, à savoir surcoté, sous-coté ou parfois bien coté. C'est l'occasion pour nous d'aborder des auteurs, des thématiques un peu plus larges comme par exemple des éditions ou encore des conventions et on vous dit ce qu'on en pense. Cette fois, Morgane s'occupera de la partie manga et moi des BD. C'est parti ? C'est parti. Alors, je tiens à m'excuser d'avance pour la police du manga parce que, encore une fois, je pense que je risque d'être la rageuse du coin. Hein, voilà. Non, mais je préfère me dédouaner, hein, donc on sait jamais. Ça va commencer fort, je crois. Ça va commencer. Les mangas dits de niche, pour moi, c'est vraiment un principe. Que ce soit dans les mangas ou ça peut être pareil dans les romans, dans les BD, dans tout ce que vous voulez, de la musique, tout. Les concepts de niche, pour moi, c'est surcoté au maximum parce que ça classe les choses comme si tu lis pas des trucs de niche, si tu regardes pas des films d'auteurs, de trucs, non mais t'es pas un vrai lecteur en fait. Si tu lis pas, je prends cet exemple-là parce que c'est l'auteur qui me vient en tête et que c'est pas un auteur qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de manga textes. Si t'as pas lu tous les Taiyo Matsumoto, non mais tu peux pas dire que t'aimes le manga en fait. Oui, non. je vois. On lit ce qu'on lit, on aime ce qu'on aime, lisez ce que vous voulez. Donc, les trucs dits de niche qu'il faut absolument avoir lu pour avoir une culture assez bonne pour s'estimer être un lecteur, pour moi, c'est non. Donc, surcoté de fou. Après, ça peut être très bon. Je dis pas que c'est forcément mauvais. Je dis juste que le principe de classifier les choses, c'est pas ce qu'on veut. Donc, flemme. Ouais. Flemme. Et ben, les mangas dits pour enfants, sous-coté de fou. Il y a des super titres dans les mangas dits pour enfants. Typiquement Globule. C'est super, c'est un manga sur un mangaka qui a un lapin, qui sait pas comment s'en occuper, qui va apprendre à s'en occuper et c'est trop mignon. Puis même, c'est le genre de bouquin, si vous avez un enfant, un cousin, une cousine qui va avoir un animal, lui offrir ça. Enfin, c'est un peu comme, je vois ça un peu comme les dessins animés. Il y a toujours une deuxième lecture quand on le lit en tant qu'adulte, et ben là c'est pareil pour les livres dits pour enfants. Et franchement, le petit guide des chats baroudeurs, c'est un truc qui est censé être pour les enfants. C'est adorable. Je pourrais le relire tous les jours s'il fallait. Donc, sous-coté, allez checker un peu les mangas pour enfants. Vraiment. Puis même, je trouve que par exemple, la collection Renard Doré, qui sort en ce moment, il y a plein de titres. Genre même, ça peut être un premier manga pour un enfant. Je pense à Mamma Mia Doré, ça a l'air trop mignon, les trucs comme ça et tout. Et je pense que il y a de plus en plus d'éditeurs qui se tournent vers cette cible. Et je trouve que c'est vraiment un bon point parce que si on peut les mettre très tôt dans la lecture, pourquoi pas. Le troisième, c'est allez, il est pour moi. J'en ai attrapé 2. Oh, les shoujo, tiens. Oh, tiens, dis donc. Les shoujo, sous-coté de fou. Vous avez sacralisé, encore une fois, certains types de mangas, certaines cibles éditoriales, et vous avez laissé le shoujo derrière. Alors que le shoujo, je le rappelle, c'est une cible éditoriale. À la base, c'était juste pour les magazines de prépublication dédiés aux jeunes filles. Mais c'est pas parce que vous vous considérez comme étant un garçon que, mon Dieu, vous n'avez absolument pas le droit de lire un shoujo. Au contraire, et dans les shoujo, il n'y a pas que de la romance. Il y a parfois des shoujo un peu de combat, fantasy, par exemple, c'est Yona. Ouais. Yona qui a un super long shoujo d'aventure. Enfin, ça reste un shoujo, il a été écrit à la base pour une cible éditoriale féminine, mais c'est pas pour autant que vous avez pas le droit de le lire. Donc, allez-y, foncez, il y a des super shoujo avec des super histoires. Franchement, vous loupez des trucs, mais des trucs de fou. Quatrième, oh bah tiens, on reste dans le thème, les shonen. Voilà, vous avez sacralisé les shonen, voilà. Donc, surcoté de fou. Il y a des très bons shoujo, josei, seinen qui sont tout aussi bien que certains shonen. Et encore une fois, vous avez vraiment sacralisé la chose. Et si t'as pas lu tel ou tel shonen, t'es pas un vrai lecteur. Et ça, c'est ça qu'on veut pas. C'est ça qu'on veut pas. On veut rester tous sur le même piédestal en mode non mais on est tous gentils, on est tous copains. Donc arrêtez de nous dire que si on n'a pas lu tel ou tel shonen, on n'est pas des vrais lecteurs. Lisez d'autres trucs. Encore une fois, les shonen c'est super. Il y en a des très bons. Promise Neverland, c'était incroyable. Slam Dunk, moi j'adore. Shonen. Toi tu adores. Il y en a plein, franchement on pourrait en citer plein, mais on se calme un peu et on lit de tout. Après c'est pas tout le monde qui est dans les extrêmes comme ça, mais c'est vrai que dans la commune manga en tout cas,
Il y en a quelques-uns. Est-ce que tu veux tirer le dernier? Allez, le petit dernier, s'il vous plaît. Tic, 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 tic. Les collectors. Oh bah tiens, les collectors, et bah surcoté de fou. Ok. Franchement, oui. J'achète régulièrement des collectors quand j'ai la possibilité d'en acheter, quand ils m'intéressent. Parce que franchement, des collectors avec je sais pas combien de posters, des cartes postales qui servent à rien, pour moi ça c'est pas des collectors, c'est juste te rajouter quelque chose pour te faire payer 4 € de plus, alors que finalement ça vaut 50 centimes pour l'éditeur, l'imprimeur, donc finalement non. Quand c'est des beaux collectors qui valent le coup, je pense à un collector des carnets de l'apothicaire où il y avait un peigne, une boîte à bento, des baguettes. Ça, c'est un super collector. Mais il faut pas que ce soit des collectors à chaque tome. Pour moi, un collector, c'est tous les 4-5 tomes, 10 tomes, la fin d'un arc. On a un gros goodies peut-être qui nous fait payer peut-être plus cher. Genre les collectors de Berserk qui étaient sortis, voilà, avec un jeu de tarot, un truc où on se dit, ok, j'adore ce manga, je le suis de fou. Je vais acheter ce collector-là parce que l'atelier des sorciers qui nous sortent des collectors à tout va avec des artbooks. Au bout d'un moment, on en a marre, quoi. C'est fini. Je pense aussi à Dan Dadan avec, comme là je disais, les cartes postales et les posters. Au bout d'un moment, c'est bon. Le bonnet, c'était une très bonne idée. C'est un collector sympa. Mais quand c'est juste des affiches, glissez-le juste dans le tome édition classique. Voilà, c'est vrai qu'on sent que les éditeurs et les maisons d'édition, elles en profitent plus qu'avant. C'est devenu un peu moins rare et un peu moins original. Donc c'est ça. Dommage. On passe au BD. C'est parti, à ton tour. Qui ouvre le bal? Alors moi, oui, je te rejoins un peu, mais là, j'avais mis les éditions collector en noir et blanc. Ah, ouais. Parce que ça existe dans le monde du roman graphique, BD et même du comics aussi. Et moi, c'est un truc que je trouve archi surcoté. Je comprends pas le délire parce que souvent, c'est des tirages limités. Donc, un peu plus cher, un peu plus rare, alors que on m'enlève la couleur. Donc, ouais, c'est un truc que moi, j'adhère pas du tout. Je pense que j'en achèterai jamais parce que s'il y a un exemplaire qui existe avec de la couleur et où j'en prends plein les yeux, je préfère largement lire le texte et les couleurs originales que avoir un album où on m'a enlevé ce bonus. Donc surtout pour payer plus cher. Donc ouais, c'est pas du tout mon truc et je trouve ça archi surcoté. Je suis d'accord. Le deuxième. Guillaume Singelin. Ah, Guillaume Singelin. Alors, c'est un auteur que j'adore, il est vrai. Après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît vraiment. Là, il commence à avoir un peu de mise en lumière, on va dire, surtout grâce par exemple au très bon Shin Zero qui avait fait quand même quelques ventes. Mais je pense qu'avant ça, tu vois, il y a plein de gens qui connaissaient pas en fait. Et si tu connais pas un peu l'histoire du label 619 derrière, etc., à mon avis, très peu de gens le connaissent. Donc, je dirais qu'avant, il était à mon sens sous-coté, et j'essaie d'être objective, que maintenant il est peut-être bien coté et que les gens vont retenir son nom et commencer peut-être à s'intéresser à sa bibliographie, comme j'ai pu le faire. En tout cas, moi, tout ce que j'ai lu de lui, à chaque fois c'était au minimum très bon. Donc lisez du Guillaume Singelin, il a un trait hyper détaillé que moi j'adore, qui est hyper joli, donc ne vous privez pas. Ensuite, Golozao, là, c'est sous-coté. Sous-coté à mort. Je trouve que c'est vraiment un beau mélange entre BD et manga. Genre vraiment, je trouve qu'il a un trait vachement asiatique, mais qu'il a quand même toutes ces couleurs pastel qui sont trop trop belles. Il fait souvent des grands formats style BD. Vraiment, c'est des histoires que j'ai quasiment toutes adorées. Et pourtant, je vois que personne en parle. À part ces derniers temps, peut-être Belle Bou qui avait un peu remis de la lumière sur cet auteur et je crois qu'elle va essayer de faire le full set, donc voilà. Mais sinon, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les plus vieux comme nous, hein, c'est vraiment un auteur, j'adore ses histoires. C'est bien écrit, c'est bien dessiné, c'est des très belles morales. Il y a quelques titres un peu perchés, mais vraiment c'est à découvrir. C'est le quatrième ? Quatrième, ouais. Les romans adaptés en BD. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point que c'est complètement sous-coté? Évidemment. Évidemment. Pourquoi? Parce que ça te permet de découvrir des œuvres que peut-être qu'à l'école on t'en a parlé, t'as trouvé ça barbant, t'avais pas trop envie, peut-être qu'il y avait trop de texte, peut-être que l'avoir avec des dessins, ça peut t'aider
à découvrir des gros classiques de la littérature. Ça déjà, c'est un fait. Après, évidemment, il y a des éléments qui sont un peu amoindris, on va dire, émiettés et qui manquent quelques petites choses qui mériteraient d'être développées, en tout cas qui le sont davantage dans un roman, c'est sûr. Mais par contre, pour moi, c'est genre tellement sous-coté. Et faut voir le truc à l'inverse. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Lire des très bonnes adaptations en BD, ça me donne envie de lire le roman. Et je pense que c'est vraiment ça le but. Je pense notamment à Oscar et la Dame Rose. J'ai acheté le roman. Faut juste que j'ai le courage de me remettre dedans, mais je le lirai, c'est sûr et certain. L'étranger était très sympa, ça m'a fait du bien de relire cette histoire. La Servante écarlate, pareil. Je n'osais pas regarder la série TV, le roman, un peu la flemme. C'était très très bon. Voilà, il y a plein de trucs comme ça où ça peut vraiment vous donner envie de lire un peu de romans, et ça, du coup, c'est un très très bon point qui fait que c'est totalement sous-coté. Allez vers des adaptations en BD si vous avez la flemme de lire des romans. Tu me tires le dernier ? Le dernier, attention. Oh non, je crois que tu vas dire du mal. Loulubi. Je crois que tu vas dire du mal. Je crois que tu vas avoir raison. En vrai, c'est une très bonne autrice. Ces histoires, elles sont très bien, elles sont recherchées, bien écrites. C'est des thématiques en plus souvent qui sont importantes, bourrées de féminisme, etc. Je trouve personnellement que le gros point faible de Loulubi, c'est son dessin. Mais après, elle te l'avait dit, elle aime pas dessiner non plus. Elle me l'a dit, j'ai compris. Pourtant, c'est quand même une des autrices françaises de ces dernières années où t'entends tout le temps parler d'elle. Donc oui, elle a eu des prix qui sont sûrement justifiés, mais moi je trouve que on en parle trop pour graphiquement ce que c'est en fait. Et je trouve ça dommage parce que s'il y avait sûrement plus d'efforts ou après c'est sa patte graphique et on la reconnaît direct donc c'est bien aussi. Mais moi je la trouve un peu surcotée. De pas grand chose, mais un peu surcoté, mais pourtant je continuerai à lire ces livres, tu vois, mais je trouve ça dommage. C'est drôle parce que ça fait vraiment écho à ce que j'ai dit, qui est totalement l'inverse, parce que moi j'ai trouvé que Loulubi c'était sous-coté de fou, et que si vous vouliez commencer les BD féministes culottées et les BD de Loulubi, c'était vraiment ce qu'il fallait, donc vous voyez, comme quoi on a des avis qui sont différents, pourtant on a une bibliothèque en commun, on fait des conventions ensemble, tranquille hein. On se tape pas dessus. Non mais c'est vrai que c'est juste parce que elle est vachement sur le devant de la scène, vachement médiatisée sur Instagram, tu la vois passer tout le temps, tout le monde en parle en fait. Et c'est plus dans ce sens-là où je trouve qu'il y a d'autres autrices qui mériteraient qu'on en parle un peu plus, ou d'autres dessinatrices, etc. Donc c'est juste pour ça. Après j'adore ces titres aussi, donc évidemment allez lire la bibliographie de Loulubi. Et voilà, ça y est, on a fait nos 5 petits débats, j'ai envie de dire, sur surcoté, sous-coté ou bien coté, comme tu as pu le faire pour Guillaume Singelin. N'hésite pas surtout, toi, à nous dire ton avis en commentaire sur les titres ou les choses qu'on a énoncées dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, et puis nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!